Bonjour tout le monde. Bienvenue à cet atelier sur le rôle des étudiants et des étudiantes dans des projets partenariaux université-collectivité qui est donné dans le cadre de la Semaine de la recherche et de la création à l'UQAM. Donc, on va commencer par se présenter, si vous permettez. Mon nom est Ève-Marie Lampron. Je suis agente de développement au service aux collectivités. Et dans ce cadre-là, je collabore avec une vingtaine d'étudiants et d'étudiantes actuellement dans les projets de recherche, formation, transfert, diffusion des connaissances que nous coordonnons comme agente de développement. Je suis aussi chargée de cours, donc j'ai un double contact avec les personnes étudiantes à l'UQAM. Bonjour, moi c'est Mélanie Pelletier. Je suis agente de développement aussi au service de collectivité depuis... En fait, j'ai commencé un remplacement lundi, mais je travaille de Josiane au domaine communautaire, mais je suis là depuis novembre pour travailler sur le développement d'un volet étudiant au service de collectivité. Donc, d'où mon intérêt. Alors, est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont déjà participé à des projets services aux collectivités? Ah, quand même. OK, excellent. C'est beau. Vous allez nous aider. Excellent. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà participé à des projets partenariaux université-communauté en général, là, en dehors du SAC ou de l'UQAM? Parfait. Excellent. On va parler beaucoup de SAC. SAC, c'est l'acronyme de Services aux collectivités, vous l'aurez compris. Donc, cet atelier est destiné tant aux personnes chercheurs qui encadrent évidemment de nombreux étudiants, de nombreuses étudiantes, qu'aux étudiantes, étudiants eux-mêmes, elles-mêmes, dans une dynamique qu'on veut la plus itérative possible. Évidemment, Mélanie et moi, on n'a pas du tout la prétention de tout couvrir. On aurait pu faire 4 ateliers sur cette même thématique qui est si importante. Et ce n'est pas du tout un atelier qui se veut prescriptif. On n'est pas en train de dire c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est plutôt un atelier qui veut soulever certains enjeux, certaines retombées qu'on observe dans le cadre très précis du service aux collectivités et lié à la participation des étudiants et des étudiantes dans les projets. Donc, notre présentation... Ah oui, j'ai oublié. Donc, on va faire une petite mise en contexte de c'est quoi les possibilités d'implication au service de collectivité, puis vous présenter qu'est-ce que c'est aussi pour ceux qui ne connaissent pas. On va parler des opportunités pour les étudiants au service, parce qu'en fait, il y a d'autres, évidemment, il y a plein d'autres opportunités à l'UQAM, mais là, on va se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut faire au service de collectivité. On va parler des rôles formels, mais aussi informels des étudiants dans nos projets qu'on a pu observer. On va soulever quelques enjeux et défis qu'on pourra discuter. On va avoir le témoignage d'une étudiante aussi, Marianne, qui est avec nous pour témoigner. Et finalement, quelques perspectives. Puis, on vise à peu près 40-45 minutes de présentation, puis on aimerait ça avoir une bonne période de discussion ensuite. Excellent. Donc, c'est d'autant plus riche qu'on a déjà des personnes qui ont fait des projets services aux collectivités dans la salle, donc cette période d'échange-là va vous impliquer également, vous aussi. Le service aux collectivités a la mission de collaborer avec des groupes communautaires, des groupes de femmes et des groupes syndicaux. Ces groupes-là sont régis par la politique 41 des services aux collectivités à l'UQAM. Comment on collabore? En les mettant en lien avec des ressources enseignantes et parfois étudiantes de l'UQAM, le tout afin de co-construire des projets de recherche, de formation, de transfert et parfois de diffusion des connaissances. Donc, on est un peu un guichet unique. Les groupes nous interpellent au service aux collectivités pour qu'on trouve par la suite des ressources universitaires pour répondre à leurs besoins. Des groupes qui sont porteurs de besoins collectifs et qui travaillent dans une optique de transformation sociale. Donc, vous vous doutez bien que dans ce cadre-là, des projets de recherche-action sont la tendance plutôt dominante. L'idée étant de trouver du solutionnement à des problèmes concrets que les groupes ont contribué à identifier. Pour vous donner une idée, en 2017-2018, donc dans la dernière année financière, nous avions en cours 175 projets et ces 175 projets impliquaient 129 personnes étudiantes à l'UQAM. Les modalités des projets services aux collectivités qu'on retrouve dans l'ensemble des projets, c'est que d'une part, on va créer une équipe partenariale, et c'est le rôle des agentes notamment que de voir à cette création-là. Une équipe qui va être une équipe de la conception des projets, même dès la définition des objectifs, jusqu'à la toute fin du processus de diffusion et de transfert, donc qui va prendre des décisions collectives à chacune des étapes. Ces décisions-là se prennent en comité d'encadrement des projets, donc avec les groupes partenaires, avec les universitaires et avec nous comme agentes de développement pour médier, entre guillemets, les relations. Et à ce comité d'encadrement participent les personnes étudiantes associées au projet.
En termes de financement des projets, on en a de diverses natures, mais disons que le plus connu est le programme PAFARC, donc Programme d'aide financière à la recherche et à la création de l'UQAM, volet 2, services aux collectivités. Et dans ce cadre-là, 85 de l'enveloppe budgétaire qui tourne bon an, mal an autour de 9 ou 10 000 par année est réservée à des embauches étudiantes de l'UQAM au premier, deuxième ou troisième cycle. Donc, comme Eve-Marie l'a dit, c'est plus d'une centaine d'étudiants qui sont impliqués chaque année. Donc, c'est souvent des étudiants plutôt de deuxième, troisième cycle parce que vu qu'on fait beaucoup de projets de recherche partenariale, donc les étudiants sont choisis selon leur expérience en recherche. Mais il peut y avoir quand même des étudiants de premier cycle qui peuvent, par exemple, faire des verbatims ou qui peuvent quand même être impliqués dans les projets. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'en fait, ce sont les professeurs qui vont choisir leurs étudiants. Donc, ça peut être un étudiant qui dirige leur thèse, mais pas nécessairement. Puis, on a déjà vu aussi des professeurs qui demandaient au service si on connaissait aussi des étudiants. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, les étudiants participent idéalement là, à toutes les étapes de la recherche. On incite à ce qu'ils soient là dès le départ, dès la conception du projet, parce que c'est une étape assez importante. Puis, ils participent à la revue de littérature, de monter les grilles d'entrevue, de faire les entrevues. Donc, puis aussi, ils peuvent participer aussi au transfert de connaissances qui peut se faire tout au long du projet et pas seulement à la fin. Donc, les étudiants aussi sont mentionnés dans l'entente de propriété intellectuelle qu'on fait dans la plupart de nos projets. Et ils sont membres du syndicat étudiant, donc ça délimite le nombre d'heures qu'ils peuvent faire par semaine et tout. Donc, notre fluidité va s'améliorer. Hein? On a un petit espace restreint à cause du micro. Donc, écoutez, les sources sur lesquelles on s'appuie, entre guillemets, pour vous exposer un peu l'atelier, c'est d'une part nos observations, nos expériences, qui sont limitées, bien sûr, au cadre du service aux collectivités à l'UQAM. Et comme le mentionnait fort justement Mélanie, il y a des projets avec des étudiantes qui se font au SVE, dans les départements, au CEPSI également, donc Services et partenariats innovation. Mais nos réflexions sont concentrés dans le cadre du travail qu'on effectue au quotidien au SAC. Mélanie a aussi réalisé, dans le cadre de ses mandats, une recension d'expériences étudiantes dans diverses universités du Québec et même d'ailleurs. Donc, aussi, ça nous a donné un éclairage dans la conception de l'atelier. On a aussi nos propres expériences, parce que bien que nous sommes des trentenaires, nous avons aussi été des étudiantes impliquées nous-mêmes dans des projets partenariaux à une certaine époque. Et on a également réalisé 2 focus group avec des personnes étudiantes ayant participé à des projets services aux collectivités, puis qui nous ont un peu donné des pistes sur comment s'était déroulée leur expérience, comment ils perçoivent notre rôle aussi comme agent de développement. On va vous en entretenir un peu plus tard. Oui, des petits exemples. Donc, on rentre dans les avantages de pouvoir, pour l'étudiant, de s'impliquer dans des projets au service de collectivité. En fait, en plus de nourrir la recherche universitaire, ça permet aux étudiants de participer à des projets concrets parce qu'on travaille avec des groupes. Donc, on a plusieurs exemples. En fait, ça peut être dans plusieurs disciplines différentes. Dans le domaine communautaire, ça peut être on a eu un projet en art que l'étudiant était lui-même co-commissaire de l'expo. On a plusieurs publications à l'appui. Ça peut être... oui, c'est ça. Donc, des projets avec le regroupement québécois des groupes écologistes, donc en dimension environnementale, mais qui peut inclure des étudiants en communication, en droit. Donc, on travaille beaucoup avec la table de quartier Faubourg-Saint-Laurent, ici, dans les environs, sur des questions de schéma d'aménagement, services de proximité, rétention de famille. On a des projets en droit, justice, avec la Ligue des droits et libertés. On a eu un projet pendant 10 ans avec, c'est pas seulement Montréal, donc on en a eu un avec le lac Bromont, avec la communauté pour lutter contre les cyanobactéries. Donc, ça a impliqué plus d'une vingtaine d'étudiants tout au long du projet. Donc c'est vraiment des expériences concrètes pour les étudiants. Puis, ça permet aussi de connaître, oui, de s'habiliter dans la recherche, mais aussi de connaître les milieux de pratique, de voir comment ça fonctionne, la gouvernance,
les différentes activités. Donc ça fait des bonnes... Parce qu'on a évidemment déjà des étudiants, des étudiantes qui sont engagés dans des groupes communautaires de femmes ou des syndicats, mais c'est pas toujours le même cas de figure. Donc, il y en a qui apprennent énormément, puis je pense que Marianne va vous en parler notamment, sur la structure de gouvernance, sur les visées collectives des groupes sociaux, sur leur financement, sur leurs enjeux, sur le rapport des citoyens et citoyennes avec l'État. Donc, c'est évidemment source d'apprentissage significatif en contexte universitaire. D'autres avantages qui nous ont été rapportés, entre guillemets, par les étudiants et étudiantes à participer à des projets partenariaux avec les collectivités. Certaines nous ont dit que ça contribuait à briser leur isolement, comme étudiants et étudiantes de 2e, 3e cycle, parce qu'en étant dans les projets, ils participent à des réalisations concrètes pour lesquelles ils ont une contribution très significative. C'est aussi une occasion de réseautage avec d'autres étudiants et étudiantes, avec des profs aussi, évidemment. Ça leur offre l'occasion parfois, surtout pour les doctorantes, de sortir de ce qu'on appelle le thesis tunnel, entre guillemets, donc en s'impliquant dans un projet connexe, et pour lequel ils sont d'ailleurs rémunérés et financés, bien sûr. On a aussi des témoignages disant que leur participation des projets services aux collectivités avait incité certaines personnes étudiantes à poursuivre leurs études et leurs recherches. Je vous parlerai d'un cas tout à l'heure, mais l'idée étant que c'est des projets dont... Mettons que tu participes au premier cycle à un projet, tu vois, tu apprends à connaître toute une littérature sur un enjeu. Tu vois aussi tout ce que le projet a pu réaliser, mais tu es aussi capable de voir les angles morts. Et ça, c'est une bonne manière d'élaborer un beau projet de 2e, 3e cycle par la suite. Puis un projet qu'on sait d'avance qui va être utile aux groupes sur le terrain qui vont avoir identifié des besoins avec les personnes étudiantes. Donc, ça favorise une certaine rétention, une certaine motivation dont on vous reparlera tout à l'heure. Dans certains cas, il y a aussi acquisition de connaissances ou de compétences transdisciplinaires dans certains projets. Les équipes de recherche peuvent être disciplinaires, voire interdisciplinaires dans certains cas. L'équipe, elle va se constituer en fonction des besoins du groupe puis de la capacité des acteurs et actrices de l'université à y répondre. Donc, on a différents cas de figure. Le cas de figure le plus majoritaire, je vous dirais, c'est un prof d'une discipline qui va choisir une personne étudiante de cette discipline-là. On a d'autres cas de figure, 2 profs de disciplines différentes qui vont souhaiter agir comme co-chercheurs et qui vont prendre une étudiante ou un étudiant de l'une de ces 2 disciplines-là. Mais on a aussi des cas, et ça m'est arrivé récemment dans des projets, de profs d'une discipline qui vont aller chercher une étudiante d'une autre discipline parce qu'ils vont avoir des perspectives complémentaires sur le projet et pour répondre aux besoins du groupe. Je viens de démarrer un projet sur les besoins des femmes à difficulté à Laval et la professeure, qui est psychologue de formation, a tenu à engager une étudiante en travail social, donc pour un croisement disciplinaire pour s'assurer qu'il n'y ait aucun des nombreux besoins des femmes qui ne soient délaissées en cours de processus de recherche. Évidemment, participer à des projets partenariaux avec les collectivités pour les personnes étudiantes, ça contribue au développement du CV académique, évidemment. D'une part, par la participation rémunérée à une équipe de recherche, rappelons-le. Aussi par la copublication possible de rapports de recherche issus des projets, d'articles scientifiques ou autres outils de diffusion et de transfert des connaissances. J'ai même quelques cas en tête. C'est une tendance à la hausse, je vous dirais, au domaine femmes et féministes, au service aux collectivités dont je m'occupe avec ma collègue Lynn Kurtzman. Dans les cas où c'est vraiment la personne étudiante qui a joué le rôle le plus significatif dans l'écriture du rapport de recherche, que des professeurs laissent même le premier autorat à la personne étudiante. Donc, quand les professeurs font ce choix-là, c'est notamment pour reconnaître la part très importante prise dans certains cas par certaines personnes étudiantes, et ça a été le cas pour Marianne notamment. Donc, les profs et les équipes font ce choix-là, outre la dimension d'équité puis de reconnaissance du travail, vont souligner dans certains cas que des rapports de recherche, c'est bien sûr fort stimulant et intéressant pour les professeurs d'y participer, puis on les remercie de le faire, mais par rapport à un article scientifique évalué par les pairs, ça n'a pas le même poids dans le CV académique des profs. Par contre, un rapport de recherche dans un CV de 1er, 2e et 3e cycle, ça peut faire toute la différence et ça a un poids significatif. Donc, c'est des arguments que certaines personnes, professeurs qui ont offert le premier autorat aux étudiantes nous ont rapportés. Ça aide évidemment à participer à
et à organiser, même dans certains cas, des activités de transfert des connaissances. Donc, les étudiants et étudiantes des projets SAC vont être sollicités pour des colloques, participer au lancement des projets avec les collectivités, à des webinaires, etc. Il y a même moyen d'intégrer la participation à nos projets dans certaines sections du CV commun canadien. Donc, non seulement vous pouvez intégrer les publications, entre guillemets, qui découlent des projets, mais vous pouvez aussi l'intégrer comme activité connexe de recherche. Par exemple, si vous êtes étudiante, vous pourrez dire que vous avez participé au comité aviseur de telle recherche, parce que vous n'êtes pas juste des auxiliaires ou des exécutantes, parce que vous avez contribué en comité d'encadrement à la prise de décision. D'où la possibilité de le mettre à différents endroits du CV commun canadien. Il y a aussi une offre de bourses étudiantes au service aux collectivités qui sont offertes au trimestre d'hiver, donc des bourses d'une valeur d'entre 500 et 1 500 $. Avant que vous me posiez la question, le concours est malheureusement clos pour cette année, mais ce n'est que partie remise pour l'année prochaine. Donc, pour les étudiants, c'est évidemment dans l'écriture de la mémoire ou des thèses, une expérience vraiment intéressante et structurante. De participer à un projet, c'est-à-dire que l'étudiant va être rémunéré pour le faire, ça va permettre de passer au travers du processus formation éthique, de participer à toutes les étapes du projet. Donc, toute cette expérience-là peut être réinvestie dans l'écriture, dans la rédaction de la thèse. Puis, même les données qui sont recueillies, ça peut, au terme d'une recherche, ça peut donner le goût de poursuivre selon les conclusions qui sont ressorties, de faire du pouce sur les résultats d'une recherche. Puis, pour des étudiants, il y en a même que ça peut les amener à réorienter leur choix de thèse pour finalement l'axer sur un besoin qui est plus pratique. Donc, c'est vraiment structurant pour les étudiants. Puis, pour des étudiants de premier cycle aussi, ça peut donner le goût de finalement creuser un sujet en poursuivant une maîtrise. Donc, en fait, les étudiants et étudiantes qui participent au projet, à la collecte de données et tout, vont faire partie de l'entente de propriété intellectuelle, et qui est souvent une entente de copropriété intellectuelle, qui garantit aux personnes étudiantes qui participent au projet le droit d'utiliser certaines données du projet à des fins de rédaction, de mémoire, de maîtrise et de thèse de doctorat. Donc, c'est quand même un avantage significatif. J'ai un autre exemple ici. Mélanie, je ne sais pas si tu veux le faire circuler. Donc, dans le cadre de ce projet-là, les professeurs avaient embauché une étudiante dont ce n'était pas nécessairement le champ de recherche. Donc, on parle d'une recherche sur l'antiféminisme au Québec. L'étudiante s'intéressait à la traite internationale des femmes, si je me rappelle bien. Et c'est une recherche qui a donné lieu à une collecte de données. Les profs s'attendaient à, disons, quelques centaines d'exemplaires, d'outils de collecte de données remplis. Ils en ont eu 4000, je crois. Donc, il y a eu énormément d'intérêt pour cette recherche-là, énormément d'outils de questionnaires qui ont été remplis. C'était impossible de les analyser au complet dans le cadre de cette recherche-là. Donc, l'idée a émergé de réserver une partie des données pour l'étudiante qui a complètement réorienté son mémoire de maîtrise et qui va, aux dernières nouvelles, les utiliser dans ce cadre-là. Et l'étudiante disait également, est encore en lien avec le groupe, et disait qu'elle pour elle, c'est important que même sa contribution comme mémoire de maîtrise ou éventuellement thèse de doctorat continue de répondre aux besoins qui étaient identifiés sur le terrain. Donc, en plus de l'expérience en recherche pour les étudiants, ça permet de développer des compétences en animation de projet, en organisation d'événements, parce qu'on a souvent des activités qui viennent avec le projet de recherche. Puis, c'est surtout une bonne occasion de créer des liens avec des réseaux, avec les organismes. Souvent vont inviter les étudiants et les professeurs à venir présenter les résultats dans leurs activités. Donc, c'est vraiment des belles occasions de réseautage. Puis, on a vu plusieurs étudiants être embauchés par la suite aussi par les organismes, par les groupes. Puis, parfois aussi, les étudiants vont rester en contact après le projet en s'impliquant, par exemple, dans le conseil d'administration, en devenant membre, en participant aux activités. Donc c'est pas seulement une expérience de recherche, mais aussi vraiment professionnelle. J'ai un exemple précis pour vous. J'ai changé le nom de l'étudiante à des fins éthiques, appelons-la Marie. Alors, Marie a fait un super travail comme étudiante de recherche dans le cadre d'un projet. Dans le cadre de ses études de deuxième cycle, elle a significativement contribué à la réussite du projet.
et un projet qui mêlait tant un aspect communicationnel que sociologique et politique. Donc, elle a tellement fait un bon travail que le groupe qui avait demandé le projet l'a par la suite embauché pour réaliser quelques petits contrats. Elle m'a demandé par la suite si elle pouvait me mettre en référence sur son CV. Évidemment, en coordonnant les projets, on est capable de constater certaines compétences et qualités exceptionnelles que certaines personnes étudiantes possèdent. Donc, comme par le biais de sa participation au projet, j'ai vu qu'elle avait développé des aptitudes non seulement de recherche, mais de coordination, d'empathie, de stratégisation politique, j'ai évidemment dit oui. Et ça, c'est toutes des qualités qui sont très attractives dans divers milieux, notamment dans des milieux communautaires, féministes et syndicaux. Et maintenant, elle a un emploi dans un groupe national qui est tout à fait lié aux compétences qu'elle a développées dans le cadre du projet Service aux collectivités. Et je pense que sa participation au projet, puis la première à le dire, a eu une incidence significative par son embauche par le groupe. Donc, on est évidemment très contente pour elle. Ensuite, dans les autres rôles, comme on disait tantôt, les étudiants viennent au comité d'encadrement dès le début le plus possible pour co-construire le projet. Ils vont participer vraiment à mettre sur pied toute l'opérationnalisation de la recherche. Puis en fait, les étudiants souvent ont aussi des expériences terrain, donc il y a une diversité vraiment d'étudiants. Donc plusieurs peuvent mettre leur expertise aussi au service du projet, puis ça peut être complémentaire avec l'expertise du professeur. Donc, parfois, les étudiants peuvent même être des interlocuteurs directement directs du groupe. Ça va plus loin que juste la recherche en soi. Pardon. Toi, moi aussi. C'est bon. On s'améliore. Donc, il y a évidemment des rôles informels qui vont être joués par les personnes étudiantes dans des projets. D'une part, je pense surtout à des projets où les personnes étudiantes sont amenées à se déplacer fréquemment dans les groupes. Par exemple, pour faire une revue de littérature grise ou parce que le groupe a besoin d'une expertise ponctuelle, bien définie, qui s'inscrit dans le temps. Ou dans ce cas-là, bien évidemment, les étudiants et les étudiantes vont parfois être les premiers interlocuteurs, les premières interlocutrices des groupes en question. Notamment parce que les étudiants et étudiantes sont souvent au croisement de deux cultures. Puis c'est un peu notre rôle comme agent de développement au service aux collectivités d'être nous-mêmes des passeurs, passeuses entre ces deux cultures-là, la culture universitaire et la culture des groupes. Mais dans certains cas, les étudiants et étudiantes ont aussi ce double statut. Je vais expliquer pourquoi. Les étudiants et étudiantes, ils apprennent à connaître la culture universitaire. Ils sont encore en formation, évidemment. Donc, ils ne maîtrisent pas nécessairement toujours les codes à toutes les étapes de leur formation, le vocabulaire, etc. Donc, ils sont bien placés pour percevoir à quel point ça peut être intimidant pour des groupes sociaux de travailler avec des universitaires qui ont des vocabulaires très, très ciblés, des concepts qui parfois gagneraient à être mieux définis. Donc, ils vont parfois jouer ce rôle de passeur, passeuse-là, notamment avec une culture militante ou communautaire, qui est celle des groupes et que les étudiants et étudiantes apprennent à connaître et connaissent souvent déjà très bien via le militantisme dans les groupes. Évidemment, dans ce cadre-là, on va revenir, Mélanie. Oui. Il y a les étudiants et étudiantes qui passent par nos projets vont souvent en ressortir promoteurs ou promotrices d'une certaine science engagée, entre guillemets. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est des chercheurs et chercheuses de demain vont avoir un rôle dans la mise en œuvre des recommandations des projets. Certaines vont continuer à s'impliquer dans le groupe par la suite. Et j'ai une petite anecdote pour vous. Actuellement, sur des projets services aux collectivités, nous avons 5 professeurs qui étaient d'anciennes étudiantes ou anciens étudiants de projets services aux collectivités pendant la formation. Donc, souvent, dans ce cadre-là, ils vont prendre conscience de la valeur de la recherche-action et vont tenter de répercuter l'expérience en tant que professeur. Rapidement, quelques enjeux et défis qui peuvent être vécus par les personnes étudiantes dans les projets. Ça, c'est notamment les résultats des focus group qu'on a effectués avec eux et elles.
D'une part, la question de la variation des agendas de la recherche-action. Évidemment, vous savez que le temps des universitaires et le temps des groupes n'est pas toujours le même. Par exemple, les professeurs, en mai, c'est le temps des colloques. En juin, ça se calme un peu. En juin, les groupes, c'est le temps des assemblées générales annuelles. Ils ne sont pas disponibles. Donc, c'est notre rôle aussi, comme agent de développement, de concilier ces différentes temporalités-là. Mais, évidemment, comme dans toute forme de recherche, entre ce qu'on a prévu comme échéancier au départ et ce qui se concrétise par la suite, il y a parfois une marge. Et c'est d'autant plus vrai dans des projets de recherche-action avec les collectivités qui demandent beaucoup de temps d'investissement. Donc, dans des situations comme celle-là, une personne étudiante qui avait été engagée, entre guillemets, pour 1 an avec telle tâche et tel échéancier peut voir cet échéancier, ces tâches-là chamboulées par l'actualité politique, par un nouveau tournant qui est pris par le projet, qui est évidemment décidé et validé en comité d'encadrement décisionnel. Donc, ça demande quand même une certaine capacité d'adaptation, évidemment dans le respect de ses propres limites, évidemment dans le respect des normes universitaires et syndicales. La question de la prise en compte des statuts particuliers et des rapports de pouvoir dans les projets. Donc, évidemment, comme il y a des inéquités structurelles entre les universitaires et les groupes communautaires et les groupes de femmes qui sont souvent sous-financés à l'heure actuelle, bien, il y a aussi des inéquités ou des hiérarchies à l'intérieur de l'université. Ça ne vous surprendra pas de l'apprendre. Évidemment, les profs et les étudiants et étudiantes ne sont pas à la même place dans cette hiérarchie-là, n'ont pas les mêmes bagages, les mêmes expériences et les mêmes possibilités. Donc, dans ce contexte-là, notre rôle comme agent de développement, c'est de tenter un équilibre et un partage de pouvoir envers les différentes forces présentes autour de la table. Et nous, on a un mandat de coordination puis de médiation, notamment parce qu'on a une vision globale et qu'on travaille au bénéfice du projet, sans parti pris. Une de mes collègues vous dirait, moi, je ne suis pas au service de personne, sinon qu'au service du projet et de son développement et de son avancement. Évidemment, on a comme rôle de s'assurer que la prise de parole soit bien répartie dans les comités d'encadrement, notamment entre les groupes et les universitaires. De s'assurer que de voir à ce que les étudiants et étudiantes jouent un rôle allant plus dans une logique de co-construction que d'exécution, notamment. L'entente de propriété intellectuelle, ça offre aussi certaines balises qui vont garantir aux personnes étudiantes que leur nom va figurer sur les livrables des projets. À quelle hauteur, dans quel ordre, ça c'est une autre histoire et ça va varier de cas en cas, c'est des décisions qui vont être prises collectivement. On peut également proposer une gestion collective du budget et donc des heures de la personne étudiante pour tenter d'éviter le travail gratuit, mais ultimement, et ça c'est important de le répéter, ce sont les personnes professeurs qui supervisent les étudiants et étudiantes, c'est pas nous, ultimement. Malgré tout, ce qui nous est nommé par les personnes étudiantes dans les projets, c'est que comme agente, on est bien placé pour comprendre les différents enjeux de pouvoir en cours dans un partenariat. Et généralement, ils vont saluer notre rôle de médiation, tout comme les groupes, finalement. Donc, d'autres enjeux pour les étudiants, c'est toute la question de la reconnaissance des projets de recherche partenariale et la conciliation avec la rédaction d'une thèse, parce que bon, les projets qu'on mène, vu qu'il y a beaucoup d'allers-retours, qu'on est on travaille justement, on a des rencontres, ça peut être souvent plus long que prévu, donc c'est pas toujours conciliable avec une maîtrise qui se fait en 2 ans. Donc pour les étudiants, ça peut être difficile des fois de concilier les deux. Puis, on fait de la recherche engagée, donc il y a aussi, cette recherche-là est quand même de plus en plus reconnue, mais ça dépend des milieux à qui on s'adresse, mais ça peut être parfois un enjeu pour des étudiants qui souhaitent devenir professeurs, par exemple, qui veulent enrichir leur CV. Ensuite, toute la question de comment qu'on opérationnalise la co-construction, c'est un beau principe, là, mais concrètement, là, quels outils qu'on doit développer. Puis les étudiants nous ont dit que dans des focus group, par exemple, qui souhaiteraient être davantage outillés, il y a tout un encadrement du professeur, mais c'est quand même, il n'y a pas tant d'outils que ça qui existent pour venir appuyer des processus de co-construction. Puis, souvent, à la fin des projets, les étudiants aimeraient garder contact avec les groupes. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des occasions qui sont créées pour maintenir ces liens-là? Donc, c'est un autre enjeu qu'on a entendu.
Heureusement, je pense qu'on vit à une belle époque en termes de reconnaissance accrue là, de la recherche-action, d'une recherche participative et engagée, là, notamment à l'intérieur de l'UQAM, mais il y a quand même un certain nombre de personnes qui n'adhèrent pas à cette épistémée-là, très spécifique de manière de faire de la recherche, et d'autres qui y adhèrent avec enthousiasme. Donc, c'est une réalité avec laquelle les personnes étudiantes doivent évidemment composer. Alors, ce serait maintenant le temps du témoignage de Marianne Théberge-Guyon, qui est étudiante au 3e cycle en communication et qui a été co-chercheure étudiante, et c'est comme ça qu'on a choisi dans l'équipe de recherche de l'appeler, sur le projet « Les représentations médiatiques des femmes aux élections municipales ». Avant de laisser la parole à Marianne, je veux dire qu'évidemment, on a ressorti une expérience fort positive. Hein? Évidemment, je ne pense pas que l'expérience de Marianne puisse être généralisable à l'ensemble des expériences des étudiants et étudiantes sur des projets, mais je pense qu'elle a beaucoup de belles choses à nous dire sur sa participation au projet en question. Donc, à toi la parole, Marianne. Bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui? OK, parfait. Bien, d'abord, merci. Bien, j'étais très contente quand on m'a demandé de venir témoigner aujourd'hui parce que je considère que mon expérience de recherche, celle que j'ai vécue donc avec le service aux collectivités, c'est vraiment je pense que c'est ma plus belle expérience professionnelle à date. En fait, le projet de recherche, en gros, c'est un projet qui avait, comme son nom l'indique un peu, là, pour objectif de à la fois mesurer dans quelle proportion, puis aussi de comprendre comment les candidates au poste de mairesse et de conseillère municipale, comment elles sont représentées dans les journaux écrits au Québec. Donc, à travers ce projet-là, on a eu à faire une analyse de discours médiatique. Donc, on a analysé à peu près 1110 articles. Et puis, des articles qui avaient trait finalement à la campagne électorale municipale de l'automne 2017. Donc, dans quel contexte ce projet-là est né? En fait, c'est un projet qui était en fait une étude de contexte médiatique qui a été produite dans le cadre d'un projet plus large, un projet qui se nommait plus de femmes en politique, les médias et les instances municipales des acteurs clés. Donc, qui est un projet qui était mené conjointement par les tables de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent, de la Montérégie, de la Mauricie et aussi par le groupe des médias étudiants de l'UQTR. Donc, dans ce grand projet-là, il y avait finalement 2 études de contexte. La première, celle dont, en fait, j'ai fait partie, et puis la deuxième, qui était menée par un groupe de recherche de l'UQTR, donc formé d'une étudiante et une professeure, qui, ce projet-là, s'intitulait, en fait, « La politique vue par les journaux étudiants universitaires québécois des représentations genrées équilibrées ». Donc, ce grand projet-là, qui est toujours en cours aujourd'hui, qui avait une durée de 3 ans et qui était financé par Conditions féminines Canada, ben, c'est un projet qui avait pour objectif à la fois de mieux comprendre les obstacles systémiques qui constituent des barrières à l'accessibilité des femmes à la vie politique et aussi, dans un deuxième temps, de collaborer avec les médias et les instances municipales pour favoriser la participation des femmes aux sphères politiques. Donc, comment moi je suis arrivée dans ce projet-là? En fait, c'est la table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie qui avait finalement comme mandat de s'occuper de cette étude de contexte-là, qui a contacté le service aux collectivités de l'UQAM, qui, eux, de leur côté, ont contacté Catherine Bourassa-Dansereau, qui est professeure en communication sociale et publique. Elle a accepté de participer au projet et puis chercher une étudiante. Donc, elle m'a contactée. Moi, j'étais comme super contente. J'avais vraiment envie de participer. Donc, c'est comme ça que je me suis intégrée à l'équipe. Puis, quelques mois plus tard, bien, il y a Laurence Morin, qui était à ce moment-là étudiante à la maîtrise en sociologie, qui s'est jointe à nous. Donc, on était 2 étudiantes. À ce moment-là, moi, j'étais étudiante à la maîtrise en communication. Donc, le rôle du service aux collectivités à travers ça, moi, comment je le définirais? D'abord, je trouve que, peut-être pour contextualiser, au début de la recherche, c'était Lynn Kurtzman qui était avec nous. Puis par la suite, c'est Ève-Marie Lampron qui a pris la relève pour tout le reste du projet pour la majorité du temps. Donc, ça a beaucoup aidé. Je pense qu'Ève-Marie, elle avait quand même une connaissance aussi au niveau du contenu par rapport à notre projet. Donc, c'était quand même, ça touchait à son champ de connaissances. Elle a pu vraiment contribuer au niveau du contenu là, dans les rencontres. Et ensuite, au niveau de la forme aussi, c'est sûr qu'au service aux collectivités, bon, on a nommé le nombre de projets qui avaient été faits en 2017-2018. Ils en ont vu d'autres. Fait que tout ce qui est démarches administratives, faisabilité, budget, temps, des fois, quand, comme pour moi, c'était tout à fait nouveau, quand on fait pas ça tous les jours, ben ça aide à contextualiser, puis ça aide aussi à réduire les tensions. Je pense aussi que les personnes qui travaillent au service aux collectivités,
une compréhension de la recherche basée sur l'expérience qui fait qu'elle pense à tout ce qui pourrait créer des tensions entre les membres de l'équipe en amont. Donc, je pense qu'ils ont une compréhension relationnelle qui aide vraiment à ce que ça se déroule bien. Je pense à un exemple dans le cas de notre recherche. Catherine Bourassa-Dansereau, donc, qui était la professeure qui est avec nous dans le projet, elle a vu passer un colloque étudiant sur la recherche partenariale. Donc, elle en parle à Laurence et moi. Nous, on est comme super excités de ça. On décide de participer. Puis là, Laurence croise par hasard Eve-Marie à un certain moment, puis elle lui dit, comme toute contente, qu'on va participer à ça. Puis Eve-Marie, tout de suite, elle pense, en avez-vous parlé aux partenaires? T'sais? Puis nous, c'était évident que les partenaires allaient être d'accord. Puis pour elle, c'était juste positif parce qu'il y avait, on avait comme un exposure de plus, mais en même temps, dans un esprit de collaboration, c'est important de le faire en amont puis de le faire tout de suite, puis ça demande, je pense, de la considération pour les autres. Nous, c'était pas du tout dans l'objectif de ne pas les considérer, mais on n'a juste pas pensé à ça parce que c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, d'où la pertinence d'avoir avec nous, je pense, quelqu'un qui s'occupe de ça et notamment des bons rapports dans l'équipe. S'il y a quelque chose qui a vraiment primé dans cette équipe-là, je pense que c'est ça, c'est les bons rapports. Je pense que le service aux collectivités contribue à vraiment favoriser des rapports harmonieux qui posent les bases pour que finalement le meilleur ressorte des membres de l'équipe, puis qu'on arrive à co-construire puis à co-développer un projet qui reflète ça. Ça a vraiment été le cas dans le projet auquel j'ai participé. C'est un projet où les membres étaient vraiment pleins d'écoute puis de respect les uns envers les autres. Les femmes de ce projet-là étaient présentes les unes aux autres, étaient capables de reconnaître aussi la valeur du travail des autres. Puis ça, c'est pas banal. C'est-à-dire que on avait tout un rôle assez défini, sans dire qu'on avait listé les tâches ou quoi que ce soit. Puis on avait toute l'opportunité d'aller au maximum de nos compétences, mais sans toutefois être comme lâché dans le vide, puis on sentait toujours qu'on avait la possibilité d'aller vers les autres aussi. Donc, cette double reconnaissance-là, je pense que c'est important. Puis je pense aussi que le service aux collectivités a permis de favoriser la fluidité du projet parce qu'on se rencontrait peut-être une fois par mois, je dirais. On était aussi, toujours en contact par courriel, évidemment. Puis les rencontres s'étaient animées là, avec grand dynamisme, puis ça y allait. Mais c'était aussi toujours... Il y avait toujours de la place pour l'écoute des uns des autres. Donc, il y avait ce double jeu-là, encore une fois. Donc, au niveau de mon expérience personnelle, ça a vraiment eu des retombées énormes pour moi autant sur le plan professionnel que personnel, je pense. Pourquoi? Parce que j'ai été impliquée, on le met tantôt que c'était le cas souvent, mais j'ai vraiment été impliquée à toutes les étapes du projet. C'est-à-dire que j'ai participé à l'élaboration de la problématique, du cas théorique, à l'élaboration de la méthodologie, aux prises de décision aussi qui viennent avec ça. J'ai participé au comité plus large. On parlait que ce projet-là s'insérait dans un projet plus grand, mais j'ai participé aux rencontres avec le comité plus large aussi, à la collecte des données, bien sûr, avec ma collègue Laurence Morin. Même chose pour l'analyse des données. Donc, j'ai appris à faire du quantitatif et j'ai aimé ça. Et j'ai appris aussi, j'ai vraiment perfectionné mes techniques qualitatives aussi. J'ai aussi contribué à la rédaction du rapport de recherche. Puis ça, c'est différent, même si c'est différent d'écrire une thèse, d'écrire un mémoire, d'écrire un article. Donc, c'est tout un apprentissage aussi. Et puis, je pense qu'à travers ce projet-là, ce qui m'a permis d'être aussi active dans tous ces endroits-là du projet, c'est qu'on a fait preuve de vraiment grande considération à mon égard. Et encore une fois, c'est vraiment pas banal pour avoir travaillé dans d'autres milieux. C'est pas banal du tout. Puis on m'a fait confiance, on m'a laissé ma chance, on m'a encouragée, puis on m'a reconnue surtout. C'est-à-dire que j'ai pu aller beaucoup plus loin que ce que je pensais être capable de faire au début du projet, sans jamais me sentir que j'étais comme seule avec ce projet-là, puis que les gens étaient autour de moi, mais j'ai vraiment pu développer mes compétences à travers ce projet-là. On l'a mentionné, on a choisi de me nommer comme co-chercheuse étudiante. C'est un mot, mais en même temps, je pense que ça reflète bien aussi la forme des rapports qu'il y avait dans le projet. Si j'avais à tracer peut-être un organigramme de ce projet-là, ça serait un organigramme assez plat, où chacun reconnaît assez son rôle puis le rôle des autres aussi. Donc, il n'y avait pas vraiment de jeu de pouvoir dans ce projet-là. C'était plutôt ce qui ressemble à de la collaboration entre femmes. Donc, c'est plus ça qui décrirait, je dirais,
les rapports entre les membres de l'équipe. Donc, c'est ça, j'ai aussi eu un rôle dans la prise de décision du projet, donc au niveau du comité d'encadrement, au niveau des présentations au partenariat macro. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui fait que je me suis sentie reconnue. Et aussi, j'ai pu participer à la diffusion des résultats de recherche, alors que on savait très bien que pour moi, c'était un tremplin d'apprentissage. Donc, je n'étais pas parler en public, c'est difficile quand on commence. Donc, c'était pas nécessairement évident. Donc, j'ai pu participer au lancement du projet, à la table ronde sur les représentations médiatiques des femmes en politique. Donc, on m'a donné plusieurs occasions de m'améliorer à travers ça, sachant que pour moi, c'était un apprentissage quand même. Et on l'a mentionné plus tôt, mais je le dis quand même, c'est pas banal. On m'a nommé comme premier auteur du rapport de recherche, puis ça aurait pu en être tout autrement, dépendamment comment on choisit de faire ça. C'est-à-dire, on a choisi, OK, c'est moi qui ai pris peut-être le plus de temps à écrire, mais il y a d'autres manières de réfléchir ça qui font que j'aurais pas été en premier, puis ça aurait été valable aussi, là, donc, c'est ça, je disais que pour moi, il y a eu beaucoup d'importance, ce projet-là. Ça a eu des retombées, si je regarde aujourd'hui, au niveau académique et professionnel. Au niveau académique, j'ai pu participer en 2018 à l'ACFAS avec un projet en présentant les résultats de ce projet-là. J'ai participé, comme je l'ai mentionné, à un colloque étudiant sur la recherche partenariale. J'ai été invitée aussi à faire une conférence dans une classe du bac en relations publiques de l'UQAM. J'ai publié dans le French Journal of Media Research avec Catherine Bourassa-Dansereau, qui est la professeure. Donc, je pense aussi que ça m'a vraiment permis, puis peut-être ça, c'est un des éléments les plus importants pour moi, de reconnaître ma valeur professionnelle. Je pense que j'ai pris beaucoup confiance en moi à travers ce projet-là. Ça m'a permis, parce que justement, à travers les différentes publications, communications, avec le rapport de recherche, avec mon implication, ça a eu un rôle important sur mon CV, puis ça m'a permis d'obtenir une bourse doctorale du FRQSC. Et là, il y a une possibilité de phase 2 au projet, puis on m'a approché, donc potentiellement la possibilité aussi de retravailler encore. Et l'élément le plus important, c'est que j'ai découvert une manière de faire de la recherche qui était stimulante parce qu'elle était axée sur le changement social. À ce moment-là, je suis à la maîtrise, puis je me demande si je veux faire un doctorat parce que je me dis, mais j'aime ça faire de la recherche, mais en même temps, toute la question de la recherche qui est tablettée, puis du fait qu'on travaille peut-être parfois en silo, puis que ça reste dans le milieu académique, c'est quelque chose qui me plaisait moins, puis j'hésitais un peu à aller travailler peut-être au communautaire ou à continuer en recherche, mais en même temps, je m'y plaisais bien. Fait que, de voir une manière de faire de la recherche qui conciliait les deux, ça m'a comme réconciliée, puis c'est ce qui m'a un peu décidé de poursuivre au 3e cycle. Au niveau personnel, maintenant, je pense que ce projet-là, en fait, je suis sûre que ce projet-là m'a permis de vraiment prendre conscience du travail énorme accompli par les femmes impliquées au sein des tables de concertation du Québec. J'ai pu voir de l'intérieur. C'est pas un milieu que je connaissais beaucoup. Ça m'a permis de comprendre aussi le fonctionnement, donc c'est ça, de ce milieu-là. Et je pense que ça a eu un impact important sur mon militantisme aussi, parce que j'ai été sensibilisée aux enjeux traités par la recherche, mais maintenant, à partir de ce projet-là, j'étais engagée aussi face à ces enjeux-là, donc j'étais dans l'action, puis à partir de là, j'ai plus envie de me soustraire à ça, puis de cesser d'être dans l'action. Donc ça a eu une influence sur mon choix de sujet de thèse. Ça fait que maintenant, je suis membre du REQEF et que je collabore à travers une émission de radio avec 2 autres femmes qui étaient impliquées dans le projet, donc qui était issue des tables et l'autre étudiante aussi. Donc, ça fait un peu le tour de ma participation à ce projet-là. Donc, merci. Merci à toi, C'est un témoignage vaut 1000 diapositives, très clairement. Marianne, merci énormément d'être venue nous témoigner de cette expérience-là. Tu ne peux pas savoir comment c'est apprécié. Puis je pense que vous aussi, vous avez apprécié l'aspect concret du témoignage. Donc, on serait maintenant rendu à la conclusion, je crois. Ben oui, on avait d'autres témoignages, mais... Bon, comme vous l'avez compris, pour nous, les étudiants ont un rôle vraiment essentiel là, dans tous les projets partenariaux. On regarde au service présentement la possibilité de développer un volet étudiant pour, outre les projets de recherche ou de formation, de permettre à ce que les étudiants aient des projets directement auprès des organismes à partir de leurs besoins. Donc, on est là-dedans ces temps-ci. Puis, en fait...
je l'ai mentionné un petit peu vite tantôt, mais les étudiants nous ont mentionné aussi l'importance d'avoir des occasions d'échange entre eux parce que souvent, c'est un étudiant qui participe sur un projet de recherche partenariale, mais aussi d'avoir des occasions d'échanger pour partager des pratiques et tout. Donc on va prendre ça en considération pour le volet. Donc, évidemment, si vous voulez vous impliquer dans un projet du service, vous pouvez... c'est les groupes nous contactent avec leurs besoins, mais sur notre site, vous pouvez voir l'ensemble des projets qu'on a menés. Pour les étudiants, c'est de contacter vos professeurs. Donc, bref, on est là. Puis, est-ce que tu voulais ajouter? C'est ça, le cas de figure principal, c'est les profs qui choisissent les étudiants et étudiantes. C'est vous qui les encadrez et c'est parfait comme ça. Fait que si jamais vous, je sais pas s'il y a des étudiants et étudiantes dans la salle, mais c'est ça, parlez-en à vos profs. C'est la meilleure manière d'embarquer, entre guillemets, sur un de nos projets parce que le recrutement passe par eux et elles dans 90% des cas. Puis juste pour terminer, quelques références là, pour beaucoup, surtout de financement, en fait, de programme MITAX qui a une personne ici, c'est au CEPSI, donc qui peuvent permettre de financer des stages pour les étudiants. Il y a des bourses, là, donc sur le site du service à la vie étudiante, là, il y a vraiment un répertoire de bourses. Il y a celle du service de collectivité, les associations étudiantes peuvent en offrir, des chaires de recherche aussi. Il y a la chaire de recherche UQAM sur la recherche partenariale dirigée par Jean-Marc Fontan qui organise aussi chaque année le colloque étudiant annuel dont Marianne nous parlait. Donc, la prochaine date, c'est le 17 mai. C'est ici à l'UQAM toute la journée. Donc, c'est une belle occasion aussi d'entendre parler d'autres projets. Et voilà.